Bonsoir, vous écoutez le micro du soir et je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous accueillons Annick Goulet, ambassadrice du Canada pour la Roumanie, la République de Moldavie et la Bulgarie. Sa carrière de diplomate l'a évidemment amenée à vivre dans plusieurs pays, du Japon à la Russie, en passant par la Chine, où elle a occupé différents postes à responsabilité. Cela fait plus de 20 ans qu'Annick Goulet est diplomate, mais avant cela, elle a été journaliste au Canada, en Europe et en Asie de 1992 à 1998. Annick Goulet est d'ailleurs titulaire d'un DESS en journalisme de l'École supérieure de journalisme de Paris. Madame l'ambassadrice, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RFI Roumanie. Alors, en premier lieu, je voudrais savoir comment votre, votre ambassade du Canada en Roumanie, Bulgarie et République de Moldavie s'organise, comment vous engagez et comment vous gérez depuis Bucarest 3 pays à la fois. Quels accents, quel focus particulier pour chacun d'eux? C'est une très bonne question. Parfois, on se pose cette question-là aussi dans notre système. Mais je dois vous dire que c'est quelque chose de très habituel dans le service diplomatique canadien. Donc, dans plusieurs pays de la région, on a dans nos ambassades des ambassadeurs et leurs équipes qui sont responsables pour 2, 3 pays, généralement 3. Donc, par exemple, mes collègues à Belgrade, à Budapest, Zagreb, Varsovie font comme moi, gèrent Ils 2, sont 3 basés pays. où alors? Donc, dans Là, les villes que je viens d'accord. de vous mentionner, donc si je peux faire la liste, même si c'est peut-être un peu ennuyant pour vous donner un exemple, Belgrade, par exemple, gère la Serbie, Voilà, évidemment, mais Monténégro et Macédoine du Nord. d'accord. Donc, c'est quelque chose pour nous qui est habituel. C'est quelque chose dont moi j'avais l'expérience parce que vous avez mentionné que j'étais en Russie. Donc, de l'ambassade à Moscou, nous couvrions l'Arménie et l'Ouzbékistan également. D'ailleurs, j'y étais ministre conseillère responsable des questions commerciales et économiques, mais j'ai aussi été chargée d'affaires pendant 2 ans pour l'Arménie et l'Ouzbékistan. Donc, ce travail de jongler avec plusieurs dossiers, avec plusieurs pays, c'était déjà quelque chose de connu pour moi avant de venir ici, d'être responsable de la Roumanie, la Bulgarie et la République que nous on appelle la République de Moldova. Mhm. Mais j'avoue que, par exemple, de Moscou, l'équipe était plus grande. Donc, généralement, la façon dont ça fonctionne, parce que c'était un peu votre question, c'est qu'on aurait des diplomates dans nos équipes politiques ou économiques qui gèrent évidemment leurs dossiers de fond et qui sont essentiellement basés dans le pays, donc que ce soit la Russie ou ici la Roumanie, et qui vont avoir un autre pays pour lequel on s'attend à ce qu'ils développent des connaissances, des réseaux de contacts, etc. Donc, à Moscou, on avait une équipe assez grande pour pouvoir se permettre ce que j'appellerais presque un luxe. Mm. Ici, c'est un peu plus difficile parce que j'ai essentiellement, parmi mes diplomates, seulement une personne du côté politique et une personne du côté économique commercial. Ça vous Donc, il amène faut tout à faire. vous Il faut tout. déplacer, vous, beaucoup dans ces Oui, oui, pays? oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, je reviens tout juste d'un programme en Bulgarie, et mon chef de section politique était en Moldavie ou en République de Moldova juste avant. Donc, on se déplace beaucoup. C'est un peu plus difficile de jongler avec tous ces dossiers, puis s'assurer de garder les contacts. C'est d'autant plus difficile, je dirais, quand il y a des bouleversements. Donc, la pandémie nous a imposé d'autres limites qui étaient, en fait, le virtuel avait son avantage quand on couvre plusieurs pays parce qu'on pouvait être partout à la fois grâce au virtuel, grâce aux plateformes. Mais avec les bouleversements qu'on a connus, et je pense que ce sera une de vos questions, avec l'Ukraine, on s'est retrouvé à gérer une crise et à devoir être partout à la fois. Donc, j'ai eu des visites ministérielles, etc.
Donc, il fallait pouvoir se déplacer rapidement, répondre à plusieurs questions sur des enjeux qui nous étaient moins familiers et qui relevaient de cette crise-là. Donc, même si de gérer 3 pays nous donne une certaine flexibilité, ça peut devenir aussi un défi quand il y a une crise et qu'il faut se retourner rapidement. Et précisément, hein, cette crise Oui. dont vous parlez, hein, la guerre en Ukraine, alors il y a les 3 pays, il y a cette Oui. crise à gérer, il y a des messages qui viennent de votre centrale, hein, Oui. au Canada, Ouais. auquel il faut faire attention. Et est-ce que vous diriez que cette expérience que vous avez aujourd'hui face à cette guerre en Ukraine est unique dans votre carrière de diplomate? Est-ce qu'elle vous a amené à euh, développer des aptitudes que vous ne vous connaissiez pas? Est-ce qu'elle vous a amené à prendre des décisions difficiles, parce que chaque pays, déjà au sein de l'Union européenne, et j'imagine voilà, au Canada, il y a des opinions différentes par rapport à ce sujet, parce que l'Ukraine, c'est un pays limitrophe à l'Union européenne, mais ce n'est pas un pays limitrophe du Canada, évidemment. Donc, tout ça, en étant en Europe, c'est pas mal. Est-ce que vous avez été face à des dilemmes parfois? En fait, je vais d'abord, peut-être, résumer par rapport aux compétences développées Mhm. et cetera. Je dirais que c'est une crise qui a fait appel à tout l'éventail des compétences développées au cours, d'une carrière parce que c'était évidemment à plusieurs facettes, très complexes. Mais avant d'entrer plus dans les détails, je vous dirais que malgré la distance, l'Ukraine est très présente au Canada. Le Canada a la 2e diaspora la plus importante, donc ukrainienne à travers le monde et peut-être maintenant même la 1re parce que la 1re était évidemment située en Russie. Donc on peut prendre pour acquis que certains ont quitté. Donc il y a quand même 1,5 million ou 1,5 million d'Ukrainiens qui Oui, appellent le Canada leur maison ou leur pays de résidence. Et c'est à peu près 4% de notre population. Donc, et c'est une diaspora qui a ses racines au 19e siècle et plus tard ensuite, donc à travers les différentes crises ou même au gré des contacts entre les personnes ou la communauté d'affaires, etc. Donc, pour nous, la question ukrainienne ou les défis de la communauté ukrainienne font partie de nos discussions politiques, sociales de presque tous les jours et à peu près dans toutes les régions du Canada. guerre ou pas Donc, guerre. Ouais. c'est important de le noter parce que Mhm. justement, parfois, on se dit, mais le Canada est bien loin de tout ça. C'est pas le cas. On était déjà avant l'invasion de l'Ukraine très impliqués, donc parce qu'on a ce lien privilégié avec l'Ukraine. On avait un accord de libre-échange, mais depuis 2014, on était très impliqués aussi avec une opération militaire de formation militaire qui s'appelle Opération Unifier ou Unifié, et donc dans le cadre de laquelle on a formé 35 000 militaires ukrainiens. Donc avant la crise ou l'invasion actuelle, et je pense que ça a été bénéfique dans la mesure où ils avaient au moins certains instruments pour répondre Et ça, à c'était l'invasion. une mission préventive, ou quelle Oui, était... exactement. C'était Vous sentiez préventif. C'était il y avait oui, ben depuis l'annexion illégale de la la Crimée, Crimée, oui. évidemment, on savait qu'il y avait un risque, donc c'était une façon d'apporter un soutien. Et donc, depuis l'invasion, de façon plus spécifique, ce que ça a voulu dire quand je vous parlais d'essayer d'utiliser l'éventail de toutes les compétences qu'on peut avoir acquises au cours d'une carrière. Pour l'ambassade, ça a voulu dire, dans un premier temps, une équipe consulaire qui a dû se déplacer à la frontière, donc essentiellement à Siret, mais dans la région généralement de Suceava, parce qu'on avait, évidemment, quand on a une Ça, si plutôt au début grande... du conflit, non? Au début Oui. du conflit, on a été là pendant, je dirais, les 2 premiers mois, 6 premières semaines environ,
parce qu'évidemment, qui dit une grande diaspora veut aussi dire qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont la double nationalité et donc qui étaient en Ukraine et qui avaient besoin de sortir. Donc, on a été présent avec d'autres ambassades, la France, le Royaume-Uni et d'autres. Ça, c'était dans un premier temps. À peu près en même temps, on a eu, et ça vaut la peine d'en parler parce que c'est très important, ça va même faire grossir la diaspora ukrainienne au Canada. On a instauré un programme de visa pour les réfugiés ukrainiens. Donc, c'est un programme qui prévoit de donner des visas pour une résidence temporaire, études, travail aux Ukrainiens jusqu'à 3 ans. Après quoi, ils peuvent toujours demander la citoyenneté ou la résidence À partir du permanente. moment où ils ont déjà des proches au Canada, ou Exact. Non, parce en qu'il y a fait, certains ce critères. programme-ci est en fait indépendant de tout le reste. Donc, D'accord. c'est des réfugiés ukrainiens qui vivent la crise actuelle peuvent faire la demande. Et qui ont, Euh, excusez-moi, je vous coupe, oui, qui ont certaines compétences peut-être. Je même sais pas. que. D'accord. Dans ce cas-ci, comme je vous dis, c'est exceptionnel. Donc, c'est Mhm. réfugiés ukrainiens sans condition. Évidemment, il faut faire la demande et celle-ci doit être traitée. Mais pour vous donner une idée, il y a à peu près, il y a plus que 500 000 demandes qui ont été faites et approuvées depuis 1 an. Sur ces 500 000 et plus, il y a à peu près 150 000 Ukrainiens qui sont déjà arrivés au Canada dans le cadre de ce programme. Donc, c'est quand on nous demande quel est notre appui à l'Ukraine dans le contexte actuel, ça c'est seulement un des exemples, mais c'est peut-être le plus clair parce qu'on a vraiment tendu la main pour accueillir donc ces réfugiés ukrainiens. Évidemment, quand ils décident d'aller au Canada, souvent, c'est parce il y a de la famille ou des amis, mais parfois, c'est simplement parce qu'ils sont prêts à faire ce pas-là. On a évidemment donné beaucoup d'autres types d'assistance et je crois, j'essayais de retrouver en fait les chiffres avant de vous parler, mais je crois, si je ne m'abuse, que le Canada est le troisième, sinon le quatrième pays par capita, par tête, qui contribue d'une façon ou d'une autre, de façon militaire, dons Humanitaire. humanitaires, etc., soutien plutôt technique, formation, etc., à l'Ukraine. D'accord. Mhm. Alors, je le disais dans l'introduction, vous avez été en poste en Russie en tant que ministre conseillère de 2016 à 2020. Vous connaissez bien ce pays et puis la région du Caucase, hein, comme vous l'avez dit. Euh, Comment voyez-vous l'évolution de la crise actuelle? J'entends notamment, je crois que c'est de la part du Royaume-Uni, un pays dont le Canada est avec lequel le Canada est très proche, qui sont un petit peu réticents, par exemple, à envoyer des avions de chasse aujourd'hui. On sent qu'on est à un moment donné de la guerre où il y a des décisions à prendre, pas simples, et où la ligne de conduite est fragile entre une implication totale et ce qui amènerait des conséquences particulières, on va dire, et toujours cette façon d'être engagé sur le terrain, mais peut-être un petit peu moins dans les airs. Vous, comment vous voyez l'évolution là dans les semaines à venir? Euh, En fait, je vais vous parler peut-être de comment je réagis à la crise, parce que ce qui est à venir, bon, ça sera décidé au plus haut niveau par les dirigeants des différents pays de l'OTAN, de l'Union européenne, Canada, États-Unis aussi. Et je peux difficilement commenter le processus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même des tanks qui se dirigent vers l'Ukraine et à ma connaissance, le premier est arrivé la semaine dernière en Pologne, donc en route pour l'Ukraine. Euh, Depuis le Canada, oui. d'accord. Euh, Donc, on appuie, y compris de façon Mhm. militaire, mais pour les détails, il faudra suivre les nouvelles et les annonces. Mais comme je vous ai dit dans notre discussion un peu plus tôt, le Canada est vraiment auprès de l'Ukraine de façon incontestable. Pour nous, c'est une question qui fait l'unanimité certainement du cabinet.
Mais pour revenir à, plus généralement, cette crise, je vous dirais que c'est quelque chose pour, une diplomate comme moi qui a servi, en Russie. Si je remonte beaucoup plus avant, même ma carrière, diplomatique et même journalistique, j'ai fait mes études universitaires, en études soviétiques. Donc, pour moi, c'est une région du monde qui est très près de mes réflexions, de Ouais. mon Vous avez un cœur. tropisme Donc, particulier j'ai pour. vraiment un intérêt, Mhm. un grand respect aussi pour cette culture, et pour, Donc ça vous l'histoire. attriste tous, Voilà, évidemment, mais voilà, c'est autant plus. exactement le mot que Mhm. j'allais utiliser. Ça m'attriste, ça me révolte. Il y a un sentiment aussi, je dirais peut-être d'impuissance parce que évidemment, pour moi, ça a été, 4 ans juste avant de venir ici, donc c'est très, très frais pour moi comme expérience. On a cru, peut-être naïvement, qu'on faisait une différence. De mon côté, donc pendant les 4 ans, mon poste d'attache était comme ministre conseiller, commerce et économie. Donc évidemment, il y avait déjà des sanctions en place. Il y avait même un embargo de la Russie envers, notamment les produits agricoles, canadiens. Donc c'était déjà difficile de naviguer sur ces eaux troubles. Mais on trouvait quand même une façon d'avoir un certain, dialogue, de passer certains messages. Il y avait quand même des compagnies canadiennes qui étaient actives, en Russie, malgré les sanctions et je crois qu'ils faisaient une contribution, très grande, notamment quand on parle de tout ce qui est, conduite responsable des entreprises. Donc je pense qu'elles apportaient, vraiment, quelque chose de très positif au tissu économique, commercial, aux valeurs, de la communauté d'affaires, en Russie. Donc il y avait cette partie-là. Évidemment, il y avait aussi du côté de mes collègues, du côté politique, avec lesquels évidemment je travaillais de très près, surtout quand j'étais chargée ensuite en Arménie et en Ouzbékistan, toute la question des valeurs. Et donc on a travaillé énormément avec la société civile dans les années 2016 à 2020 pour essayer de les soutenir, d'essayer de créer des possibilités, de soutenir des progrès, que ce soit, bon, par exemple, je vous donne quelques exemples, la violence domestique, qui est quand même un problème un peu partout, mais qui l'était certainement dans la société, russe, à ce moment-là. Les minorités, que ce soit raciales, que ce soit les minorités, sexuelles et donc on arrivait à des résultats, on avait de bons réseaux, on pensait qu'il pourrait y avoir des changements et ce qu'on voit actuellement, c'est pour ça que je tiens à en parler. Ce qu'on voit, c'est un recul indéniable, un recul brutal. Donc ce qu'on voit à l'étranger, cette, agression violente, cette invasion illégale de la Russie en Ukraine, on voit aussi cet impact à l'interne. Donc tous les changements qu'il Quand y vous dites avait cet impact à l'interne, oui. l'autoritarisme du régime, Mhm. du président Poutine existe aussi au niveau du silence qu'il impose à certains groupes qui ou bien, fuient la Russie ou restent et se taisent. Donc, et ça pour moi c'est un grand drame parce qu'il y a, il y a une équation souvent de la Russie avec, tout ce qui est fait par le régime. Il y a beaucoup plus évidemment derrière, C'est la question que à j'allais vous l'intérieur. poser. Oui. Vous connaissiez mieux que d'autres cette société civile. On a on a tendance aujourd'hui à faire un amalgame et Voilà. c'est ce que vous êtes en train de dire, je crois. Et mais je suppose que, en plus, en ayant fait des études sur la région, et sur la Russie en particulier, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, toujours en Russie. On évoque souvent la culture, mais il y a d'autres choses dans la société civile et on ose. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous n'osez même plus en parler parce que on n'ose même plus faire la part des choses alors que peut-être il faudrait et puis que ce pays il va être là, il va falloir à un moment donné de toute façon, mais ça on parle à
long terme, mais j'espère que ça ne sera pas trop long terme. Il va bien falloir reprendre le lien. Donc, est-ce que c'est aussi un petit message que vous avez toujours envie de lancer, de dire, vous savez, la Russie, c'est pas Je que crois que Poutine. mon message, c'est qu'il ne faut pas oublier Hmm, les voilà. gens qui Hmm, sont sur place. Et je vais vous donner un exemple de mon expérience. Donc, comme vous le savez, en 2018, il y avait la Coupe du monde de football qui se déroulait, bon, à Moscou, mais aussi c'était dans 10 sites différents. Et Et on nous a dit, moi j'étais là pendant toute la durée de la Coupe du monde, et il y avait un esprit incroyablement festif à Moscou, et tout le monde se parlait, étrangers, Russes. Les Russes avaient vraiment fait un grand travail. Bon, les chauffeurs de taxi avaient appris à monter des sièges pour enfants, ce qui n'était pas nécessairement la norme avant, mais ils avaient tous eu une certaine formation. Tout le monde était capable de dire quelques mots en anglais, etc. Et beaucoup de gens après, parmi les gens dans les restos, chauffeurs de taxi, encore une fois, ou juste de la population en général, nous croyons que les pays étrangers nous détestaient. Et on a découvert que on pouvait être amis hmm, et qu'ils avaient du plaisir chez nous et qu'ils avaient apprécié notre accueil, nos efforts. Donc, ce sentiment qui m'a vraiment beaucoup impressionnée, marqué à l'époque, est resté avec moi. Et je vois aussi la crise à travers ces gens-là. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, mais certainement il y avait une vague d'espoir à cette époque-là qu'il pouvait y avoir un rapprochement, un réel rapprochement, pas seulement de gouvernement, mais entre les peuples. Et le recul qui a été déclenché par la crise actuelle, par l'invasion, en fait, la décision d'un homme et de son système, je crois que c'est cruel hmm, pour ceux qui sont derrière. hmm. Et je ne sais pas où on pourra reprendre Ouais, ce ouais, dialogue-là et quand. ouais. Puis on pourrait se poser la question aussi du pouvoir de cette propagande Voilà. qui, année après année, eh bien, trace son sillon dans la mentalité des gens qui, à la base, Absolument. ne sont pas des gens les plus mauvais, hein. Alors, on va parler un petit peu d'autres choses, hein, pour terminer cet entretien. Vous avez été journaliste, comme je vous le disais. J'étais curieux de savoir. euh, Vous avez très certainement un recul particulier sur la profession. Moi, personnellement, en tant que journaliste, je me pose pas mal de questions sur la façon dont on l'exerce. Et moi-même, en l'exerçant, d'être le plus objectif possible, non seulement dans la diffusion de l'information, mais aussi dans la façon dont je dirais, se comporte, dans la façon dont avec ceux qui nous lisent, avec ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Et personnellement, ça c'est pour engager la conversation, j'ai l'impression qu'on va souvent un petit peu trop vite. J'ai l'impression qu'on est souvent trop dépendant d'applications qui nous viennent de la Silicon Valley et on ne se pose pas trop la question de comment ça va influencer notre métier en tant que journaliste, comment cela va le rendre beaucoup plus difficile et sans lui donner une véritable valeur ajoutée au bout du compte, au contraire. Donc personnellement, je vous avoue que j'ai un avis un peu critique pour l'instant par rapport à tout ça et que le bon journalisme classique se perd un petit peu, mais malgré tout, on sent, et ça j'aimerais savoir comment ça se passe au Canada, je pense que c'est un petit peu la même chose, on sent qu'il y a une espèce de renaissance, que les gens ont envie de vrais journalistes d'investigation, notamment je pense en France et même ici, en Roumanie, hein, je citerai le site Recorder qui fait de très bons reportages d'investigation. Donc, il y a des choses qui se passent précisément, c'est comme un pied de nez à tout ça pour dire vous en avez assez des fake news, et bien on va refaire du bon journalisme. Il y a les systèmes de mécanismes d'abonnement qui sont en train de renaître, mais ça reste sporadique par rapport Ouais. aux grandes tendances. Alors là, je vous ai donné, et excusez-moi un petit peu mon opinion par rapport à ce qui se passe, mais vous, quel est votre regard par rapport à ce monde journalistique d'aujourd'hui? D'abord, je dirais que le métier de journaliste est
encore plus important aujourd'hui qu'il l'était, justement à cause de tous les défis que vous venez de très bien cerner. Ma réflexion est très proche de la vôtre. Donc évidemment, comme ancienne journaliste, je regarde, j'écoute, je lis ce que mes anciens collègues produisent un peu partout sur la planète. D'ailleurs, j'écoute RFI tous les matins à 8h30 en venant au bureau. Je dirais un peu la même chose. C'est que j'ai l'impression que, et je sais à travers mes amis qui sont encore journalistes au Canada, tout se passe très vite. Et je dirais, c'est pas très différent, en fait, de la diplomatie. J'ai toujours trouvé depuis le début, depuis cette transition donc du journalisme à la diplomatie, que c'était assez semblable. Il y a quand même beaucoup de similitudes au niveau intellectuel, pas nécessairement le produit fini, mais certainement la recherche, les réseaux de contacts, la connaissance des faits historiques, des forces en présence, etc. Donc, on vit la même chose, ressources limitées, temps limité et cette compétition avec les médias sociaux qui mène à une chose que vous n'avez pas mentionnée, mais qui était un peu en filigrane, la fragmentation des réseaux. Donc, et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète. Heureusement, on Quand vous voit... dites fragmentation des réseaux, Donc, c'est-à-dire? sur les plateformes, que ce soit les plateformes Oui, des médias oui, sociaux, oui. Facebook, etc. Donc, à cause des algorithmes, on a vraiment des groupes qui se forment et qui se parlent à eux-mêmes. Donc, et pour moi, ça, c'est vraiment un drame parce que je regarde, par exemple, dans ma famille, donc j'ai 3 enfants, 2 filles adultes, il y a un fils qui aura 18 ans dans un mois. On ne regarde plus la même chose, on n'écoute plus la même chose, c'est un peu des vases clos. Évidemment, on continue à discuter, à soulever des idées, mais c'est pas ce que c'était avant parce qu'il y a plus cet espace de débat public qu'on avait avant. Chez nous, tout le monde écoutait ou regardait Radio-Canada, évidemment, le média pour lequel je Radio-Canada, oui, travaillais, oui. mais aussi, bon, d'autres radios, mais il y avait un choix limité. Maintenant, et les gens pouvaient écouter l'un, mais pouvoir discuter de l'autre. C'est moins le cas maintenant et pour moi, ça crée un vide énorme. Le Canada s'intéresse beaucoup à la question, donc je pourrais peut-être mentionner d'ailleurs qu'on a pris le relais de la Roumanie sur le groupe de la Conférence des démocraties, Mhm. qui, entre autres, se penche sur la désinformation, sur justement toute cette question des faits par rapport à la propagande, qui est d'autant plus importante maintenant. Donc, c'est quelque chose qui est au centre, en fait, de notre politique étrangère. Et on est aussi à la tête de la coalition pour la liberté des médias. Donc, des questions qui sont très importantes pour mon gouvernement, pour mon mandat ici, mais aussi évidemment comme diplomate, ancienne journaliste. Et ce que je dirais, c'est il faut, comme vous le disiez, faire plus de recherche. Et prendre J'aime le temps. prendre le temps et je suis une partisane du journalisme et du cinéma même lent. Mhm. Donc, je travaillais à Radio-Canada pour une émission qui, à l'époque, s'appelait Dimanche Magazine, qui maintenant s'appelle Des hôtels le dimanche, et qui c'était de longs reportages, des 11-12 minutes, ce qui, à la radio, est quand même assez inhabituel. Moi, j'appelais ça du cinéma ou du documentaire à la radio, où on prend la peine d'aller rencontrer les gens, de sortir, de parler, de se faire une opinion, puis ensuite de la partager. Donc, il y a certainement une place pour le journalisme, et en particulier pour un journalisme de réflexion puis d'enquête. Mhm. Est-ce que vous avez une dernière petite question, Madame l'ambassadrice? Est-ce que vous avez l'impression quelque part que, et vous avez raison, hein, je suppose, hein, je ne sais pas, qu'il y a de nombreuses analogies entre le métier de journaliste et de diplomate. Et quand vous parlez de ce groupe de réflexion, est-ce que vous avez l'impression que quelque part,
être diplomate, pour vous, c'est concrétiser, mettre en application certaines choses que vous avez voulu dire à travers des reportages, certaines choses que vous avez voulu parfois peut-être dénoncer en tant que journaliste. Et là, en tant que diplomate, vous avez davantage un pouvoir de mettre en application certaines choses. Je suppose que ça doit être assez gratifiant. Est-ce que c'est le cas? Je vous dirais que les instruments sont différents et les résultats aussi. Donc, quand j'ai quitté le journalisme pour la diplomatie, je me disais, bon, je parlais à beaucoup de gens, je donnais mon opinion, parfois de façon objective, mais bon, on peut avoir une certaine thèse ensuite qu'on étaye avec des sources différentes. J'avais peut-être l'impression que le résultat démontrait un peu plus mon opinion ou ma vision. Par contre, en quittant le journalisme pour la diplomatie, je me disais que j'aurais plus d'impact sur les actions, donc sur les politiques, etc. Je le crois encore, d'autant plus, bon, à mon niveau, c'est quand même, on est plus proche du pouvoir, mais ça demeure un peu les mêmes défis. Donc, c'est de faire une analyse, de démontrer la situation, de faire des recommandations, puis ensuite, il y a d'autres considérations qui font partie du calcul. Donc je dirais, j'ai pas l'impression d'avoir plus de pouvoir, c'est quelque chose de différent. L'influence se fait pas sur le même auditoire. Donc un est avec le public. Parfois, j'avais l'impression que le message était perdu parce que les gens nous entendent à la radio ou à la télé ou nous lisent. Peut-être que c'est pas votre cas, mais moi, parfois, j'avais l'impression que les gens qui m'abordaient, qui me disaient: «Ah, j'ai entendu votre reportage», finalement, n'avaient pas nécessairement compris, n'avaient pas retenu. Et bon, le lendemain, tout s'était effacé. Donc, j'avais l'impression de laisser une marque qui n'était pas indélébile et qui était certainement très, très, très éphémère, alors que maintenant, je suis plus au centre des prises de décision, même si c'est pas moi qui ai le contrôle. Madame l'ambassadrice, je vous remercie. Merci pour vos propos, pour cet Merci à entretien. vous. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le site rfi.ro et comme d'habitude, Weekend Plakout. Au revoir.